La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence La protection des données personnelles, une opportunité pour votre business. Je laisse la parole à Cathy Fourcade, directrice générale adjointe de Design, pour introduire cette webconférence. Cathy, à toi la parole. Merci Marie-Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence et à ce temps d'échange. Cette conférence est partagée avec vous entre DPMS, Design et nos partenaires, donc les trois OPCA. Donc une petite présentation. Donc Design est créateur et éditeur de jeux et de solutions de formation digitale. On conçoit donc de véritables expériences d'apprentissage. DPMS, de son côté, est engagé donc dans le conseil, la formation en matière de protection des données, ainsi que sa filiale Anaxil, qui est un organisme de formation labellisé et qualifié donc pour délivrer des formations pour les délégués à la protection des données et les référents RGPD. Et nous avons donc réuni le meilleur de nos compétences et de nos connaissances en partenariat donc avec Avdas, Opcalia et Opcalim, qui sont donc cofinanceurs de ce projet. Interviendront lors de cette session des représentants de différentes expertises métiers de DPMS et Design pour vous présenter le projet et répondre à vos questions en fin de session. Le déroulé sera le suivant. Nous allons introduire le RGPD, un règlement européen sur la protection des données personnelles. Ensuite, nous vous présenterons les 4 parcours de formation. Nous vous présenterons ensuite les conditions tarifaires ainsi que les modalités d'inscription durant les 30 premières minutes ainsi qu'une démonstration du produit. Et nous finirons par 30 minutes de questions-réponses ensemble. Je laisse la parole à Valérie Gier, qui est responsable commerciale chez Design. Bonjour à tous. Donc, nous allons entrer dans la présentation de cette offre de formation, puisque nous avons choisi collectivement avec vos OPCA et DPMS et Design de proposer une offre de formation alignée sur le périmètre global du règlement sur la protection des données, du règlement européen. Donc, c'est une offre de formation multimodale et gamifiée, basée sur des cas concrets qui s'adressent à tous les profils de l'entreprise. Donc, nous proposons 4 parcours de formation durant lesquels nous approfondirons plus ou moins les notions en fonction de son profil métier. L'idée portée par ce projet, c'est une idée qui nous est chère, c'est de porter une vision positive sur ce sujet et transformer ce qui est perçu comme une contrainte. Le RGPD est perçu par vous tous comme une contrainte, et c'en est une, c'est sûr, mais en opportunité pour chaque entreprise. Donc, une opportunité, c'est pour vous l'opportunité de gagner en bénéfice d'image, en avantage concurrentiel, de montrer votre transparence, éthique et loyauté dans le business. Donc, les parcours, je vous le disais, sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils allient du distanciel et du présentiel. Donc, le distanciel va permettre d'acquérir les fondamentaux sur ce règlement sur la protection des données personnelles. Alors, la partie distancielle, elle est accessible via un abonnement annuel individuel. Et bien sûr, pour vous, entreprise, vous avez accès à des reportings pour suivre les parcours réalisés par vos collaborateurs. Donc, vous avez des droits administrateurs sur notre plateforme. La partie présentielle, quant à elle, permettra d'approfondir tout ce qui aura été vu en distanciel et également de travailler sur des études de cas. Donc, nous sommes ici sur des profils experts, principalement le DPO, le délégué à la protection des données personnelles et le référent RGPD.
Je laisse la parole désormais à Emmanuelle Segui de DPMS, qui est consultante en protection des données personnelles, DPO certifiée et qui est intervenue sur la conception pédagogique de ces 4 parcours de formation. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, un petit rappel de quelques points sur le règlement européen dont on parle tant depuis quelques mois. C'est un texte donc européen qui a vocation à s'appliquer directement pour les 28 États membres de l'Union européenne. Il a été enfin voté, je dis enfin parce que c'est le fruit de plusieurs années de longues et laborieuses négociations entre le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Il a enfin fini par être voté par les institutions européennes en mai 2016 et sera en application en France et comme dans les autres États membres, je pense que vous le savez, dans 3 jours, donc le 25 mai 2018. D'où peut-être une certaine effervescence médiatique et dans les entreprises et peut-être dans les vôtres aussi d'entreprises. On n'a jamais autant parlé de la protection des données personnelles que depuis cette dernière année, donc c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui travaillent dans ce domaine, et puis c'est un sujet qui le mérite. C'est donc un sujet d'actualité. On parle beaucoup de nouveautés, de nouveaux apports du règlement. On semble découvrir des principes fondamentaux, mais pour rappel, ces principes fondamentaux sont nés il y a 40 ans avec la loi informatique et liberté. Ils sont toujours d'actualité. On ne peut collecter des données personnelles que dans un but, une finalité légitime, précise et transparente pour les personnes qui ont confié leurs données à des entreprises. Donc ces principes fondamentaux perdurent. En revanche, je pense que vous avez tous constaté que, en tout cas, on a beaucoup communiqué sur les sanctions, puisque le seuil des sanctions a été largement relevé, puisque maintenant le montant des sanctions que la CNIL a à sa disposition frôle, non pas frôle, mais enfin il y a 2 seuils de sanctions différentes selon les infractions. Il y a le premier seuil qui est jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Et selon d'autres infractions, le seuil maximal s'étend, et c'est sur celui-là surtout qu'on communique beaucoup, mais le seuil maximal s'élève jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Étant entendu, évidemment, que le montant le plus élevé sera retenu. Donc ce n'est pas rien. J'ajouterais juste que certains manquements au RGPD peuvent continuer à relever d'infractions pénales, comme c'était le cas avant. Ça continue également. Donc ces infractions pénales s'élèvent jusqu'à 300 000 euros ou 5 ans d'emprisonnement. On est donc tous concernés effectivement par ce règlement. Pourquoi ? D'une part, en tant que citoyen, je crois que il faut avoir conscience qu'on délivre des données à caractère personnel tout au long de notre vie, en tout cas de toute notre journée, que ce soit auprès de notre employeur, notre assureur, notre médecin, ou encore je passe toutes les traces qu'on laisse sur le réseau Internet et sur les différents réseaux sociaux. Et en tant que citoyen aussi, il est bon peut-être de rappeler qu'on est concerné au premier chef, parce que lorsqu'on défend la protection des données à caractère personnel, c'est bien la défense de nos libertés fondamentales aussi qu'on s'attache à défendre. Donc, c'est un point, je pense, important de rappeler dans nos communications autour du RGPD aussi. Les entreprises, elles sont toutes concernées dès lors qu'elles traitent de la donnée à caractère personnel qui touche des citoyens européens. Elles sont dans le champ d'application du règlement européen, qu'elles soient publiques, privées, quelle que soit leur forme juridique. Les associations sont également concernées. Et peu d'entreprises échappent à ce champ d'application parce que dès qu'on a un fichier client et un fichier prospect, dès qu'on a une activité un tant soit peu développée professionnelle, on a des collaborateurs et donc on a un fichier du personnel. On est donc tous bien, toutes les entreprises sont donc concernées par ce règlement européen. Et enfin, quand on fait partie d'une entreprise qui a entamé une démarche de conformité, eh bien, à l'intérieur de l'entreprise, quel que soit son niveau de responsabilité, on doit s'impliquer dans cette démarche de conformité. On doit comprendre les motivations du RGPD
et les réglementations qui s'appliquent aux données à caractère personnel. C'est bien la raison pour laquelle on a pensé cette formation RGPD en 4 parcours pour toucher l'ensemble des cibles d'une entreprise. Ces 4 parcours vont vous être maintenant présentés par Yannick. Yannick Mégos, qui est donc directeur éditorial côté Design. Nous allons commencer par le parcours numéro 1, qui est dédié au top management. Yannick, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Vous allez voir donc que ces 4 parcours sont véritablement découpés en fonction du niveau de responsabilité de la cible des apprenants, puisque évidemment, si tout le monde est concerné par le RGPD, tout le monde n'est pas concerné sur le même plan. Donc, vous voyez ici les grandes informations à connaître concernant le parcours pour les top managers, puisque les top managers vont notamment devoir savoir impulser la démarche de conformité dans l'entreprise et avoir en tête toutes les informations importantes pour accompagner cette démarche. Ils sont évidemment confrontés au premier plan sur tout ce qui risque et enjeu pour l'entreprise. Et donc, c'est pour ça, comme on sait aussi que c'est une cible particulièrement chargée en termes d'emploi du temps et qu'il est difficile d'attraper, on a travaillé sur plusieurs formats de parcours que vous voyez à droite. Le format le plus approfondi est au centre, donc c'est un parcours blended qui cumule à la fois du digital qui vient en amont du présentiel, donc 2 heures plus 2 heures. Et puis, vous voyez autour que ce format est décliné en 2 formats allégés, soit le digital learning seul, donc qui dure 2 heures et demie quand il est seul, soit un parcours présentiel de 2 heures. Voilà. Donc, tous nos parcours délivrent à la fin une attestation de formation et ils sont tous basés sur une évaluation continue. On a créé des quiz tout au long du parcours qui permettent de valider les acquis. Le parcours numéro 2, donc c'est le DPO. Vous allez voir qu'il est radicalement différent, évidemment, puisque ce n'est pas du tout le même niveau de responsabilité. Et donc, il dure évidemment beaucoup plus longtemps, puisque là, l'objectif est véritablement de mettre les DPO ou les futurs DPO en situation de maîtrise des compétences et des outils de la conformité, puisqu'ils auront une mission particulièrement difficile dans les mois et les années qui viennent, de mettre en œuvre la démarche de conformité des entreprises, de leur entreprise. Donc aujourd'hui, ce format pour les DPO est orienté sur 6 jours de formation. Il est l'héritage d'une formation qui est autrefois, jusqu'à présent, et continuera d'ailleurs aussi à l'être, toujours en présentiel. Elle a été digitalisée à raison de 4 jours en présentiel et 2 jours en digital, avec du tutorat à distance. Alors, juste un mot pour expliquer comment ça se découpe, ces jours de 4 jours en présentiel et 2 jours en digital. Il y a en réalité 2 fois 2 jours de présentiel et ils sont toujours entourés par du digital. C'est-à-dire qu'on prépare les futurs DPO à venir en salle avec du contenu digital qui vient en amont, qui vient en intercession renforcer ce qui a été vu dans le présentiel et préparer à la suite. Et on a du post-formation qui est aussi en digital pour à nouveau réactiver les savoirs qui ont été vus en salle. Les 2 moments où les DPO se retrouveront en salle sont construits également selon une progression très particulière, puisque les 2 premiers jours vont être principalement orientés sur toutes les notions à connaître sur le RGPD et leur mise en application dans l'entreprise. Les 2 jours qui suivent sont beaucoup plus orientés sur des cas pratiques complexes, notamment pour étudier tous les cas un petit peu limites auxquels ils peuvent être confrontés dans leur vie professionnelle sur ce plan-là du RGPD. Vous voyez qu'il y a un logo Bureau Veritas. Alors, il faut être aussi clair là-dessus. L'apprenant attesté devient éligible à l'examen de certification par Bureau Veritas. Nous rappelons que cet examen de certification est 100% indépendant. D'accord ? Donc, la formation les prépare pour pouvoir se présenter à cet examen. Pour les référents, donc en gros, rappelons que le niveau de responsabilité qui sera confié aux référents, c'est de devenir des interlocuteurs performants en matière de RGPD qui devront devenir aussi le relais du DPO et articuler la mission du DPO partout dans l'entreprise, dans les différents services. Donc, les personnes qui seront référents RGPD peuvent être tout à fait des personnes métiers,
dans les différents services de l'entreprise et qui devront attraper à bras-le-corps ce rôle de relais. Donc leur parcours à eux est construit autour de 2 jours. Donc c'est un jour de digital qui va préparer à un jour en présentiel. Également, sur le même mode, il y a des activités avec du tutorat individualisé à distance. Ce parcours également permet d'être éligible à l'examen de certification par Bureau Veritas. Enfin, la dernière cible, donc les collaborateurs qui seront évidemment les plus nombreux, et c'est là qu'on voit que le RGPD concerne absolument tout le monde, puisque chaque collaborateur doit devenir vigilant par rapport aux pratiques quotidiennes. Il y a énormément de bonnes pratiques à respecter dans des gestes quotidiens qui peuvent paraître anodins. Donc, il est important que chacun soit responsabilisé par rapport à la démarche de conformité, comprennent les principes fondamentaux, mais aussi sachent les appliquer. Et c'est pour ça que nos parcours sont construits autour à la fois des notions théoriques qui sont vulgarisées et à la fois des exercices et des cas pratiques. Voilà. Donc tout ça dure aujourd'hui 4 heures pour le collaborateur en 100% digital, donc c'est le format le plus souple. Ça peut bien sûr être fait en plusieurs fois. Et voilà, donc ces parcours sont construits avec une grande variété de modalités. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont multimodaux. On embarque à la fois de l'e-learning, des contenus théoriques sous forme de synthèse avec des vidéos humoristiques. On a du mobile, on a du présentiel, on a des activités tutorées et on a bien sûr aussi du serious game pour chaque cible avec une mission spécifique pour le DPO, une autre pour le référent, une autre pour les managers et une autre pour le collaborateur. Et c'est l'objet de la démonstration qui va vous être faite par Nicolas, puisqu'on va regarder ensemble une mission de Serious Game du parcours collaborateur. Je passe la parole à Nicolas Roure, qui est concepteur pédagogique côté Design. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter un aperçu donc d'une des modalités, donc à savoir une mission du Serious Game orientée collaborateur. Donc, comme toutes les missions, elles ont été coécrites donc avec Emmanuel Segui et des PMS à partir d'un process qui consiste à lister d'abord des enjeux pédagogiques très importants pour la cible et ensuite construire un scénario qui va tous les relier. Donc, cette mission 1 collaborateur, elle traite des enjeux concrets qu'un collaborateur peut rencontrer au quotidien dans sa vie professionnelle, mais il y a aussi des aspects un peu plus globaux de l'ordre de la culture générale qui est lié au RGPD. Je vous préviens, on n'aura pas de son pour cette démonstration pour pouvoir avoir le son de mon casque, mais il y a une musique, des bruitages, des répliques sonorisées, et donc c'est un petit peu dommage pour la démonstration, mais ne vous inquiétez pas. Toutes les missions commencent par une cinématique, donc pour planter le décor et introduire la problématique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ah, mais il peut pas arrêter son... Donc, à chaque fois, après une introduction, il y a un briefing qui va donc donner le contexte de la situation, annoncer le personnage que l'on va suivre pendant la mission, donner le but du jeu et expliquer comment le joueur peut trouver de l'aide pour se retrouver dans la mission. Donc ici, pour rappeler le scénario, on a un contrôle de la CNIL qui a eu lieu et on a la possibilité de remonter dans le temps pour découvrir quelles sont les causes qui ont motivé ce contrôle. Et bien sûr, le but, c'est de réparer les dysfonctionnements pour éviter que le contrôle ait lieu. On n'a pas plus d'informations lorsqu'on commence le jeu que ce qui est donné dans l'introduction et dans le briefing. Donc, on est vraiment dans un jeu d'enquête.
Pour faire un petit tour rapide de l'interface, on a donc un bouton pour afficher le briefing à n'importe quel moment lorsqu'on est un petit peu perdu, s'il faut revoir les objectifs. On a un pense-bête qui permet de lister les actions qui sont à faire ou qui sont faites, toujours dans le but de guider le joueur. On a donc des boutons de contrôle de volume. On a une aide qui permet aussi de savoir comment se repérer dans la mission, comment faire le parcours. Donc l'aide est à la fois accès déroulement, mais aussi manipulation très pratique. On a un bouton quitter et on a un bouton qui permet de valider sa mission. Normalement, le joueur ne s'en servira pas beaucoup parce que lorsqu'il a effectué toutes les actions prévues dans le scénario, le jeu va lui dire qu'il a tout fait et qu'il peut accéder au débriefing. Mais on ne sait jamais, si un joueur n'a pas eu le temps, il peut arriver au débriefing un peu plus tôt de façon prématurée et quand même avoir l'analyse qui est faite de tout ce qu'il aura eu le temps de faire. Donc, on voit dans cette vue, c'est la vue générale, une entreprise. Donc, l'idée, bien sûr, n'est pas de représenter une entreprise de manière réaliste pour qu'on reconnaisse ses propres locaux, mais d'avoir plutôt une vue un petit peu métaphorique avec des lieux, des services, des personnages et des fonctions qui sont utiles pour le scénario et pour les messages pédagogiques qui doivent être transmis. Donc, par exemple, ici, on a un service marketing, informatique, une salle de réunion, salle de pause, accueil, etc. Donc, si on suit un petit peu le petit pense-bête, vu que dans l'introduction, on a parlé d'un contrôle de la CNIL lié au service marketing, on peut s'y rendre tout de suite. Il y a donc des vues qui sont rapprochées pour pouvoir interagir avec les différents éléments du décor ou les personnages. Donc, chaque élément interactif a un petit cartouche et on peut parler à tous les personnages qu'on peut rencontrer. Par exemple, si on parle à Andrea, on voit qu'à chaque élément interactif, on a une petite fenêtre avec une description et les actions qu'on peut réaliser. Donc, on va lui parler. Donc là, le personnage explique qu'il a passé toute la nuit à travailler et donc qu'il est extrêmement fatigué. Quand on lit sa description, on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt qu'il a regardé des séries télé toute la nuit. Mais bon, c'est sa façon de présenter les choses. Le but du jeu ici, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut aider ce personnage à se réveiller. Et en parlant au personnage qu'il y a autour, on va donner des petits indices. À chaque fois, on prend un petit peu la main du joueur, mais on ne lui donne pas toutes les informations. On va savoir, par exemple, que le café d'ici est très fort, etc. On peut remarquer aussi que le pense-bête se met à jour à chaque fois en fonction des actions faites ou à faire pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, on a vu qu'on pouvait discuter avec des personnages. Pour aller réveiller ce personnage maintenant, on va voir qu'on peut interagir avec des objets du décor, comme la machine à café. Si on commande un café, on obtient un élément dans l'inventaire. On a un inventaire qui peut contenir plusieurs types d'objets. Et à chaque fois, on peut de nouveau interagir avec différents éléments. Donc, bien sûr, il y a des actions qui sont un petit peu pièges, mais il y a des actions qui sont toujours utiles. Donc, on va aller utiliser notre objet avec une action combinée. Quand on combine, on peut combiner avec plein d'éléments différents, mais ça ne marche pas toujours, bien sûr. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'il fallait faire pour réveiller ce personnage. Et du coup, maintenant qu'on l'a réveillé, c'est la petite parenthèse un petit peu ludique de la mission, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc, il nous présente ici le service marketing. On est dans une entreprise qui fabrique des meubles design. Et lui s'occupe donc du démarchage à partir d'une base client. Et du coup, il peut éditer tous ses clients, suivre ses rappels grâce à cette fiche. Et du coup, on va pouvoir l'aider à modifier ses fiches clients. Donc là, on rentre dans des thématiques plus précises de RGPD, donc avec des zones de commentaires libres et qu'est-ce qu'on peut écrire ou ne pas écrire dans ces zones. Donc par exemple, là, il parle d'un client qui l'a qualifié d'agressif. Est-ce qu'on supprime cette mention? Est-ce qu'on la reformule ou est-ce qu'on la conserve? Donc, il y a des réponses qui sont plus ou moins bonnes. Idem, dans la suite de la fiche, on va parler d'une donnée de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut la supprimer? Est-ce qu'il faut la conserver? Et pareil pour une donnée sur la vie maritale. Donc, le personnage nous remercie parce qu'on a terminé l'interaction qui est prévue avec lui. Ça a de nouveau mis à jour notre pense-bête. Et là, on vient de voir qu'on a donc des interactions de prise de décision directe avec des personnages, en plus de la discussion directe qu'on vient de voir. On a aussi des dialogues interactifs, donc avec des embranchements et des arborescences directement à l'intérieur du dialogue. Par exemple, si on parle à ce personnage qui travaille au service informatique, elle va nous parler de flyers et d'un sous-traitant et on va devoir se demander quels sont les types de données qu'on peut transmettre
à ce sous-traitant dans ce contexte de transmission de flyers. Donc, si on demande des détails, on va avoir des informations sur l'extraction automatisée qui est réalisée de la base client et l'emailing pour donner les fiches clients aux prestataires. Du coup, on peut pointer différents types de problèmes. Est-ce qu'il y a un problème de volume de données transmises? Est-ce qu'il y a un problème de sécurité dans la transmission? On peut donc mener le dialogue pour investiguer un petit peu plus et puis essayer de dénicher quels sont les problèmes dans la situation pour trouver des correctifs. Donc, on doit essayer de convaincre le personnage, ce sont des mini-négociations. Et la dynamique du dialogue fait que le personnage va essayer de nous orienter vers la sortie, mais il faut tenir bon et réussir à pointer tous les problèmes qui sont présentés dans la situation pour aboutir au processus le plus respectueux possible du RGPD. Donc, on a vu qu'il y avait des actions qui sont forcément utiles pour mener une mission principale. Il y a d'autres actions qui sont complètement secondaires, qui vont servir à être des petits pièges pour le joueur ou simplement à donner un petit peu de la vie à l'univers. Et il y a des objectifs qui sont très vraiment principaux, qui servent à mener le scénario, donc là du contrôle de la CNIL à éviter, et d'autres qui sont des objectifs secondaires. Par exemple, on a dans une des vues une armoire qui est ouverte alors qu'elle contient des dossiers avec des données personnelles à l'intérieur. Il faudra trouver la clé pour la fermer. Et on a d'autres enjeux de ce type qui sont considérés comme étant des enjeux secondaires. Il y a un débriefing qui est prévu à la fin des missions. Bon, là, évidemment, on n'a fait qu'une toute petite partie de la mission, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut y accéder même en cours si on valide sa mission. On arrive au débriefing. Dans le débriefing, on va avoir un rappel du contexte. Donc là, on explique le contrôle de la CNIL, on explique qu'est-ce qui a motivé ce contrôle. Finalement, c'était un client qui s'est plaint parce qu'il est tombé par hasard sur une de ses fiches qui contenait des commentaires inappropriés dans la zone de commentaires libres. Et on va avoir en dessous ensuite toute la liste des enjeux qu'on devait faire à l'intérieur du scénario, avec à chaque fois une petite coche pour dire quand l'enjeu a été traité ou pas, un commentaire un petit peu spécifique et un commentaire beaucoup plus générique et complet qui va donner plus d'informations sur le sujet et qui va en quelque sorte rebrancher un petit peu le jeu à la réalité en donnant toutes les informations nécessaires. Donc à chaque fois, on va avoir une dizaine d'enjeux qui auront été traités dans la mission du Serious Game. Donc pour atteindre les 100% de réussite, il y a une certaine rejouabilité parce que c'est quand même un certain challenge de trouver tous les enjeux et de tous les traiter comme il faut. Donc ça fait un jeu qui est assez conséquent et qui mélange le côté un petit peu ludique, le côté plus immersif, un petit peu plus libre. C'est en complémentarité un petit peu avec le reste du dispositif qui est un petit peu plus dirigé. Là, on est dans le côté plus immersif et liberté d'action, mais tout en étant assez facile à prendre en main grâce au système qu'on a pensé, par exemple les pense-bêtes, les briefings, etc. Donc, je vais redonner la parole à Marie-Charlotte maintenant pour la suite de la présentation. Merci Nicolas. Nous allons désormais ensemble avec Valérie Gier passer en revue les conditions tarifaires interentreprises. Et comme vous le verrez, les conditions d'éligibilité seront à préciser par votre OPCA respectif. Valérie, à toi la parole. Oui, alors vous avez ici donc en affichage l'intégralité des prix auxquels sont commercialisés ces parcours. Donc ce sont des prix préférentiels qui nous sont proposés via votre OPCA. Donc voilà, cette précision est importante. Donc pour le parcours Top Management, un tarif unique de 311,50 € hors taxe. Tous les prix sont exprimés hors taxe.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons également d'organiser ces sessions en intra-entreprise, auquel cas cette proposition se fera sur devis, sur demande bien sûr. Pour le DPO, le parcours 2, donc nous sommes sur un tarif de 2156 € hors taxe par participant. Ce prix n'intègre pas le coût de la certification. Donc nous vous avons indiqué les tarifs de cette certification qui donc est à réaliser sur 3 années consécutives. Pour le parcours référent, nous proposons un tarif de 787,50 € par participant. Là également, ce parcours étant également éligible à la certification. En revanche, cette certification n'est pas incluse dans le prix. Et enfin, pour le parcours 4, le parcours collaborateur, nous avons mis en place une grille de prix dégressive, et dégressive selon les volumes. Donc, pour avoir un prix précis par rapport à vos problématiques, vous pouvez vous adresser à votre conseiller qui sera en mesure de vous communiquer un prix dès lors que vous communiquez un volume. Voilà pour les prix. Concernant les modalités d'inscription à ces parcours, donc nous vous proposons une adresse unique que vous voyez à l'écran, donc formation au pluriel -rgpd-opca@dasein.com. Donc toute demande de formation passe par cette adresse-là. Nous allons désormais passer aux questions-réponses. Pour ce volet questions-réponses, le temps étant contraint, nous allons répondre au maximum à vos questions selon nos différentes expertises et nous vous proposerons de vous faire suivre via vos OPCA respectifs un FAQ des questions qui n'auront pas été traitées dans le cadre de ce webinaire. Je rappelle que vous pouvez télécharger la présentation du webinaire que nous sommes en train d'animer dans le petit volet documents à votre disposition de votre espace configuration. Nous allons donc passer aux questions-réponses de suite et prendre une première question. Alors, quelles sont les modalités de passage de l'examen à la certification Bureau Veritas ? Je vais laisser Xavier Leclerc, qui est président du groupe DPMS, expert depuis une vingtaine d'années sur le volet protection des données personnelles, répondre à cette question. Oui, bonjour à tous. Les modalités de certification sont les suivantes. Après avoir suivi le parcours de formation qui correspond au référentiel Bureau Veritas, vous passez un examen organisé par Bureau Veritas Certification. Pour les DPO, cet examen est un examen écrit sous forme de QCM et suivi d'un oral si succès à l'écrit sur la même journée, bien entendu. Pour ce qui est des référents RGPD, l'examen est constitué uniquement d'un écrit sous forme également de QCM et également organisé par Bureau Veritas Certification. Une nouvelle question pour Xavier Leclerc. Est-il nécessaire d'avoir un DPO si l'on a moins de 3000 fichiers, clients et salariés confondus? Le DPO est obligatoire dans un certain nombre de cas stipulés dans le cadre du RGPD. Soit on appartient au secteur public, soit on met en œuvre des traitements, dans notre cœur de métier, de traitements portant sur des données sensibles, soit lorsque l'on met en œuvre des traitements de surveillance ou de profilage. Si l'on n'est pas dans ces cas de figure, le DPO n'est pas obligatoire. Pour autant, le fait de désigner un DPO
relève du principe d'accountability, puisque le DPO est désigné auprès de l'autorité de contrôle, et c'est une première preuve, s'il en était, d'une démarche mise en œuvre et activée par l'organisme. Donc, pour répondre concrètement à la question, non, il n'y a pas il n'y a pas de lien entre le nombre de traitements ou le volume de traitements et l'obligation de désigner un DPO. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est la tenue d'un registre des traitements. Et par conséquent, bien évidemment, on pourra missionner le DPO pour tenir ce registre. Le DPO doit-il obligatoirement être certifié, Xavier? Le règlement européen indique que l'on doit s'assurer que le DPO a les compétences professionnelles requises. Par conséquent, la certification est une réponse à cette obligation du RGPD. Ce n'est pas l'unique réponse, mais c'en est une. La certification est une autre réponse également aux obligations du RGPD qui implique une formation continue obligatoire. La certification se renouvelle au bout de 3 ans et doit être maintenue chaque année. Donc, dans ce cadre-là, cela répond aussi aux exigences. Bien entendu, avec Design, dans le cadre de ce que l'on vous propose, le Serious Game et la formation Blended sera mise à jour pour pouvoir répondre à cette obligation de formation continue. Est-ce que le DPO peut être aussi le référent RGPD, Xavier? Non, ce sont 2 rôles complètement différents. Le référent RGPD est quelqu'un qui va travailler avec le DPO dans des organismes de taille plus importante, où le DPO seul ne peut pas avoir accès à tous les projets. Lorsqu'on est des entreprises de taille plus importante ou sous forme de groupe, avec des entités juridiques différentes, par exemple, on peut avoir un DPO commun à toutes les entités du groupe ou à tous les services d'une même entité, mais des référents dans certains services spécifiques, comme les RH, comme les métiers, et créer ainsi un réseau interne, comme ça peut exister, avec des référents qualité parfois ou des référents sécurité. Donc le référent RGPD n'est pas le DPO. Plusieurs questions concernant les TPE, Xavier. Pour les TPE de moins de 5 salariés, y a-t-il une formation à suivre impérativement? Doit-on choisir plutôt le profil DPO ou référent dans le cadre d'une petite structure? Et est-ce que le top management et le DPO peuvent-ils relever de la même personne dans le cadre d'une TPE également? Le DPO ne peut pas être un dirigeant de l'entreprise pour une TPE, PME, de par les conflits d'intérêts qui peuvent exister. Ce qui peut être fait parfois, c'est d'externaliser cette fonction comme le groupe des PMS peut le proposer et d'avoir en interne un référent RGPD qui va être en lien avec le DPO externe. Et dans ce cadre-là, il n'y a plus de problématique de conflit d'intérêts. La formation du DPO, alors l'obligation du DPO, comme je l'ai dit, n'est pas obligatoire, donc on peut potentiellement se contenter d'avoir un référent pour qu'il prenne en compte lui-même les problématiques liées à la mise en conformité de l'organisme. Mais il ne sera pas considéré, il ne sera pas désigné auprès de la CNIL et il n'aura donc pas le statut de DPO et par conséquent, il aura, comment dirais-je, un signe moins fort vis-à-vis de l'autorité de contrôle puisque le référent n'est pas désigné auprès de l'autorité de contrôle. Y a-t-il une date butoir autre que le 25 mai 2018 pour la mise en conformité au règlement européen? Tu peux répéter s'il te plaît? Y a-t-il une date butoir autre que le 25 mai pour la mise en conformité? Autrement dit, quel temps pour la mise en conformité ont les entreprises aujourd'hui
Alors, les entreprises, pardon de répondre à cette question ainsi, mais les entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité puisque le règlement a été voté en 2016 et le 25 mai n'est pas une date butoir comme beaucoup se plaisent à le dire, mais était uniquement la fin de la période probatoire, si je puis dire, de la mise en œuvre du règlement. Donc il n'y a pas de temps alloué après le 25 mai pour être en conformité. En revanche, pour ne pas que tout le monde soit apeuré par mon discours, ce qui va être important pour les entreprises, c'est de montrer justement à l'autorité de contrôle que l'on s'implique dans la démarche par la désignation, par exemple, d'un DPO, et surtout que l'on met en place un plan d'action, donc que l'on a entamé la démarche. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais en conformité totale. C'est un petit peu comme le principe de la qualité, c'est quelque chose qui se construit sur les années et sur lequel on va tendre. Donc, il est toujours temps de commencer, il n'est pas trop tard, mais il n'y aura pas d'autre date butoir. Cette date du 25 mai correspondait au fait que le RGPD est sanctionnable à partir du 25 mai, alors qu'il ne l'était pas au 24. En clair, Xavier, quelles sont les obligations aujourd'hui pour toutes les entreprises de France vis-à-vis du RGPD, de la mise en conformité? Quelles sont les obligations? La première obligation est de tenir un registre des traitements, quel que soit donc un registre des traitements qui vient remplacer les formalités déclaratives que les uns ou les autres ont pu faire ou n'ont pas fait, mais qui était le régime précédent. Je tiens à préciser un point important par rapport à cela. On peut lire ou entendre que les entreprises de moins de 250 personnes ne seraient pas concernées, mais malheureusement, l'article 30 du règlement européen précise que pour ces entreprises qui de moins de 250 personnes, la tenue du registre est obligatoire lorsque l'on met en œuvre des traitements récurrents. Or, il me semble qu'à partir du moment où l'on paye ses collaborateurs, c'est déjà un traitement récurrent et ainsi toutes les entreprises doivent tenir un registre. Ensuite, eh bien, toutes les entreprises auront l'obligation de notifier à l'autorité de contrôle toute violation de données à caractère personnel qu'elles peuvent subir, toute attaque, toute perte, toute détérioration, que ça soit sur leurs données du personnel ou sur leurs données clients. Et je ne vais pas décrire tous les règlements aujourd'hui, mais voilà pour les obligations essentielles, sans parler de l'obligation de désigner un DPO, comme je l'ai dit précédemment. Et en quoi la formation est donc-elle importante dans le cadre de cette mise en conformité, Xavier? Et nécessaire, la formation est une obligation, la formation des collaborateurs est une mission du DPO lorsqu'il est désigné, et par ailleurs est un des principes clés de ce qu'on appelle l'accountability dans le règlement, ou en français la responsabilisation de l'entreprise. J'allais dire, un point essentiel de la politique de mise en conformité de l'entreprise et une preuve importante de la mise en œuvre d'une politique de conformité vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Donc, essentiel. Une question peut-être pour les OPCA. Quel financement possible pour la certification? Est-ce détenu sur le budget de l'entreprise et est-ce que le CPF peut permettre d'accéder à la certification? Alors, je vais répondre, Élodie Lombardo, je vais répondre au nom de mes 2 autres collègues OPCA. Pour l'instant, la certification Bureau Veritas n'est pas remontée à l'inventaire. Donc, ça veut dire qu'elle n'est ni éligible à la période de pro ni au CPF. Et que donc, après, les financements dépendent de chacun des OPCA et des modalités validées en conseil d'administration. Donc, j'invite toutes les entreprises à se rapprocher de leurs conseillers pour qu'elles puissent les orienter et leur donner la meilleure réponse en fonction des organisations respectives. Xavier, une nouvelle question. Quel budget alloué
si l'on confie une mission DPO en externe pour une entreprise qui ne peut pas l'internaliser? C'est pas une question facile parce que cela va dépendre de la structure de l'entreprise et de sa taille et du nombre de traitements mis en œuvre. Donc, si je prends notre cas, nous fonctionnons en fonction d'un kit forfaitaire pour faire un état des lieux et à partir de cet état des lieux, pouvoir apporter une réponse concrète sur l'accompagnement en DPO externe. Après, tout dépend de l'état de l'entreprise, de ce qui a pu être fait ou pas depuis cette loi de 78, modifiée en 2004. Donc, mais il faut compter en moyenne, selon la taille de l'entreprise, en ce qui nous concerne, encore une fois, un budget entre, on va dire, qui peut débuter pour les TPE à environ 3 000 euros, vers des budgets plus importants, dans les jusqu'à 50 000 euros, on va dire, pour les plus grandes entreprises. Beaucoup de questions, Xavier, sur le registre. Peut-on revenir sur ce qu'est le registre, en quoi cela consiste et comment les entreprises doivent-elles et peuvent-elles être aidées à mettre en place le registre des traitements? Donc, le registre des traitements vient remplacer, si vous voulez, les formalités déclaratives qui étaient précédemment à réaliser auprès de l'autorité de contrôle. Donc, ce registre des traitements est obligatoire demain, comme je l'ai indiqué, et sera la seule preuve juridique de l'existence d'un traitement vis-à-vis de l'autorité de contrôle et vis-à-vis des juridictions. Un registre de traitement va être constitué de ce qu'on appelle de fiches de traitement qui vont décrire pour chaque traitement, traitement par traitement, pardon, sa finalité. Je vais prendre un exemple, gestion du personnel, c'est une finalité, avec des sous-finalités qui sont les caractéristiques du traitement comme formation, mise à disposition d'outils, agenda professionnel, messagerie, etc., qui sont des sous-finalités. Et puis, on doit décrire également quels sont les destinataires, quelles sont les durées de conservation, les catégories de données traitées à l'intérieur de ce traitement. Donc, toute une série d'informations qui sont décrites dans l'article 30 du Règlement général à la protection des données. Pour aider les entreprises à constituer leur registre, il existe, dans un premier temps, un exemple qui est donné de fichier Excel sur le site de la CNIL, qui déjà permet, si vous voulez, d'avoir au moins le contenu exact de ce que doit être un registre. Pour autant, ça ne répond pas forcément à la protection juridique de l'entreprise, puisqu'un fichier Excel n'est pas forcément une solution strictement sécurisée. Mais au moins on a, comme je le disais, le contenu de comment décrire son traitement. Il existe aussi des outils de gouvernance, des outils qui permettent de tenir un registre et qui permettent également d'être conforme au règlement européen, en tout cas d'accompagner la conformité, comme celui que peut proposer le groupe des PMS qui s'appelle Privacil. Merci Xavier. Peut-on revenir, de nombreuses questions arrivent également sur le rôle exact du référent RGPD, notamment dans les petites entreprises qui devront être aidées en externe à ce niveau-là et ne pourront pas internaliser la ressource. De même que, est-ce qu'un RSI peut être désigné référent RGPD? N'y a-t-il pas de conflit d'intérêts? Peut-on refaire un petit focus sur le référent RGPD en entreprise? Oui, le référent RGPD, contrairement au DPO, on ne peut pas lui opposer le conflit d'intérêts. Donc, ça peut être n'importe qui, si je puis dire, hein, sans que ça soit péjoratif, dans l'entreprise. Le référent RGPD
doit donc connaître un minimum le règlement et est là pour être le relais interne du DPO externe ou le relais interne d'un DPO interne lorsque l'entreprise est d'une taille supérieure. Quand je parle de relais, cela veut donc dire qu'il participe au réseau et mise en conformité, fait remonter par exemple la mise en œuvre de nouveaux projets dans son service, dans son entité, auprès du DPO pour que ces nouveaux projets soient, comme on le dit, privacy by design, soient retranscrits dans le registre tenu par le DPO s'il a été missionné pour le tenir, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un relais et il n'y a pas de conflit d'intérêt concernant le RGPD, le référent. Est-ce que la certification sur 3 ans est à titre nominatif ou par entreprise? Merci pour cette question. La certification est une certification de personne. Donc, elle est liée à la personne. Et d'ailleurs, également, cette personne, lorsqu'elle est certifiée à titre personnel, elle peut adhérer à l'union des DPO que j'ai la chance de présider pour obtenir une carte professionnelle et ainsi être valorisée dans la mission, dans la mission qu'elle effectue. Alors, des questions également sur les sessions présentielles. Où auront lieu les journées de formation et les sessions présentielles d'ores et déjà disponibles via un calendrier? Il y a beaucoup de sessions qui seront organisées sur Paris via le calendrier, mais nous avons également prévu des formations en région. Alors, je n'ai plus les villes en tête exactement, mais je crois que ça a été communiqué aux OPCA, donc les OPCA et leurs conseillers pourront vous renseigner. Valérie, Cathy, un mot peut-être sur le calendrier de formation en présentiel à disposition? Oui, alors effectivement, ce calendrier a été transmis aux 3 OPCA qui participent au projet. Donc, vous pouvez avoir l'intégralité des dates et des sites de formation via votre conseiller OPCA. Je dois dire que je n'ai pas non plus en tête l'intégralité des dates et des sites, mais on couvre les principales grandes villes françaises. À partir de combien de collaborateurs un DPO est pertinent en interne? Xavier? Oui, j'ai pas entendu la question, pardon. À partir de combien de collaborateurs un DPO est pertinent en interne? C'est une question très très compliquée. Il y a pas vraiment de logique où tout va dépendre, on va dire, de la complexité, non pas par la taille de l'entreprise, mais des traitements qui sont mis en œuvre. Donc, il peut y avoir des très petites entreprises qui vont avoir besoin d'internaliser la fonction parce que leurs traitements sont complexes, compliqués, sensibles, et d'autres plus importantes pour lesquelles il ne va pas y avoir de problème à externaliser la fonction. La problématique pour l'entreprise, si vous voulez, c'est plus elle est petite, moins il y aura la possibilité en interne de pouvoir déléguer cette responsabilité à une personne pour avoir l'expertise et pour que celle-ci ait le temps de s'occuper de la question. Dans le cadre, par exemple, de la mise en place de RGPD sur un réseau de franchise, le DPO peut-il être au siège de cette franchise? Pour les franchisés, à ce moment-là, on pourrait mettre en place au niveau de la franchise ce qu'on appelle un DPO mutualisé et qui pourrait jouer le rôle de DPO externe mutualisé au niveau de la franchise.
des solutions que nous avons pu mettre en place, par exemple, pour des professions réglementées comme les avocats, les notaires à leur époque, etc., ou dans certains secteurs d'activité. Le règlement permet de mutualiser le DPO dans un secteur d'activité, dans un même secteur d'activité, pardon, ou au sein d'un groupe d'entreprises ou au sein donc d'une franchise, pourquoi pas. Les DOM-TOM seront-ils intégrés dans le plan de formation au niveau des sessions présentielles? Nous avons un partenaire qui sera opérationnel à la fin de l'année 2018 sur la partie Antilles-Guyane, où il pourra y avoir du présentiel, donc on va dire pour être sûr à partir de début 2019. Sur les autres, et c'est également possible sur la Polynésie française. Nous n'avons pas de partenaire à l'heure où je vous parle sur la Réunion. Alors peut-être qu'on peut préciser tout de même que l'intégralité du parcours peut être suivie en digital pur pour ce qui concerne les DOM-TOM. En revanche, ceci n'ouvrira pas d'éligibilité à certification. Une question concernant les entreprises gérant des intérimaires qui accompagnent les bilans de compétences. Est-ce que ces données sont caractérisées comme données sensibles? Non, les données, les données sensibles sont listées dans le règlement, dans le RGPD, et ce sont les données de santé, les données sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses, données à caractère racial ou ethnique, données sur les mœurs, les données biométriques, les données génétiques et en France le numéro de sécurité sociale. Mais en aucun cas les données concernant des collaborateurs ou intérimaires sont jugées comme des données sensibles. Y a-t-il des organismes de formation clairement identifiés comme étant des références pour dispenser les formations RGPD? C'est l'objet de cette webconférence. Nous proposons donc 4 parcours de formation dédiés à différents profils de l'entreprise. Et donc, nous sommes, de par cette alliance avec les différents OPCA, un organisme aujourd'hui identifié clairement comme référence pour dispenser ces formations. Une nouvelle question également qui revient. Puis-je t'interrompre? Oui, bien évidemment. Pour rebondir sur ce point, le groupe DPMS, à travers donc son entité Anaxil, et a aujourd'hui le seul organisme de formation qualifié par Bureau Veritas pour préparer à l'examen de certification, et était également un organisme qui est labellisé par la CNIL. Bien. On a de nombreuses questions concernant le responsable du traitement en entreprise. Xavier, quelques précisions à son propos. Le responsable du traitement est l'organisme qui définit les moyens et la finalité des traitements qui sont mis en œuvre. Donc, classiquement, par rapport à tous nos interlocuteurs aujourd'hui, le responsable de traitement, c'est votre organisme. Et c'est son représentant légal qui est la personne physique représentant le responsable de traitement auprès de l'autorité de contrôle. À l'opposé, on va dire, pas à l'opposé, mais si on n'est pas responsable de traitement, on peut en revanche être ce que l'on appelle sous-traitant, c'est-à-dire que l'on va traiter des données pour le compte d'un responsable de traitement et avoir par là même une co-responsabilité. Il peut y avoir dans certains cas de figure, ce qui est nouveau dans le règlement,
des co-responsables de traitement, donc des responsables conjoints, si je puis dire, si les finalités sont décidées par l'un et les moyens décidés par une autre entité juridique. Un responsable de traitement, donc si je le résume, va être une entité juridique, une personne morale qui décide des moyens et des finalités des traitements qui sont mis en œuvre. Donc pour la gestion des ressources humaines, par exemple, forcément, c'est la personne morale. Un point important d'ailleurs, quand on parlait du registre tout à l'heure, je tiens à préciser que le registre doit être tenu par entité légale. C'est-à-dire, si vous êtes un groupe de plusieurs filiales d'entités juridiques différentes, il faut tenir un registre par entité juridique. Une question notamment sur la sous-traitance de la paye et donc des données personnelles. Comment s'assurer que le sous-traitant respecte bien le règlement européen des données personnelles? C'est un point très très important. On devait déjà le faire par avant, mais ça devient encore plus fort aujourd'hui dans le cadre du règlement. Les responsabilités du sous-traitant devront être stipulées noir sur blanc dans le contrat de service qui vous lie à votre sous-traitant. Et c'est le responsable de traitement qui devra imposer donc ces responsabilités. Par exemple, si de notification au responsable de traitement sans délai de toute violation de données qui pourrait avoir lieu, mais également de sécurité, de non-diffusion des informations, de non-sous-traitance à un tiers sans avis et accord préalable du responsable de traitement, etc., etc. Est-ce que les formations délivrées via les 4 parcours permettent-elles de délivrer des certificats qui sont aujourd'hui légitimes aux yeux des autorités de contrôle? Les parcours DPO et référents RGPD uniquement donnent lieu à une préparation à l'examen de certification. Les parcours donnent lieu à une attestation. Ça pourrait vous être précisé par design ou par les OPCA après mon intervention. Mais seuls les parcours DPO et référents peuvent vous donner accès à un examen de certification. Pour être certifié, encore une fois, il faut réussir l'examen. Dans le calendrier communiqué en avril, il n'y a pas de date de formation présentielle pour le parcours Top Management. Qu'en est-il? Alors, je ne sais pas si Xavier, tu veux répondre. Enfin, de notre côté, on attendait d'avoir des premières demandes sur cette formation-là pour organiser des premières sessions, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc, effectivement, nous vous invitons à nous faire part de vos besoins, enfin, via votre OPCA le plus vite possible, puisque pour l'instant, nous n'avons pas eu de demande sur ce parcours spécifiquement. Bureau Veritas est-il certifié par la CNIL? Il n'y a pas d'organisme certifié par la CNIL à ce jour. Bureau Veritas travaille avec l'autorité de contrôle qui travaille sur la certification. Donc, Bureau Veritas participe activement à ces projets. La formation, la certification Bureau Veritas pourra être non pas certifiée, mais accréditée, soit par la CNIL, soit par un organisme accréditeur qu'on appelle la COFRAC. Bien. Il est 15h33. La webconférence va prendre fin. Nous vous proposons, comme exprimé en début de webconférence, de vous faire suivre via vos OPCA un FAQ des questions-réponses restant en attente dans des délais rapprochés. Enfin, pour finaliser cette webconférence, nous tenions à vous remercier et nous tenons à votre disposition pour toute question complémentaire à l'adresse qui s'affiche, formation au pluriel-rgpd-opca
info@design.com. Et pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site dédié www.rgpd-formation au pluriel.com. Encore une fois, merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Nous revenons rapidement vers vous pour répondre à l'ensemble des questions qui n'ont pas été traitées. Merci à tous pour votre intervention et excellente fin de journée. Au revoir.